4 ans après le début de la guerre, les Russes ordinaires ont commencé à faire ce que le Kremlin a tenté d'empêcher pendant 25 ans. Ils parlent devant la caméra en utilisant leur vrai nom et remettent publiquement en question Vladimir Poutine. Ils remettent en question ses décisions, sa corruption et même ses maîtresses. Comme si cela n'était pas déjà assez grave, Zelensky a également lancé un avertissement auquel Poutine n'est pas prêt. Et ce n'est pas vraiment un avertissement, c'est une promesse. Dans sa nouvelle interview, Zelensky a déclaré que dans quelques semaines, des milliers de drones ukrainiens arriveront à Moscou chaque jour. Moscou est actuellement attaqué par des centaines de drones, disons une fois par semaine, mais des milliers chaque jour, ce qui montre que cette guerre va atteindre une intensité inattendue pour Poutine. Donc, dans cette vidéo, je veux vous expliquer en détail comment la peur est en train de s'effondrer dans toute la Russie. Ensuite, nous parlerons aussi de l'influenceuse qui a des millions d'abonnés et qui vient de dire publiquement à Poutine qu'elle n'a pas peur de lui. Et bien sûr, la meilleure histoire de cette guerre, un homme politique russe qui perd complètement la tête en direct à la télévision. On lui a demandé pourquoi il n'était pas en première ligne. Et ensuite, on a eu un pétage de plomb comme je pense qu'on n'en a jamais vu auparavant. Commençons par des hommes russes ordinaires, qui font aujourd'hui ce qu'ils ne faisaient pas il y a 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Je m'appelle Sam. Vous regardez Business Basics, et commençons par la plus grande actualité. Je pense que vous savez que la plus grande menace pour le pouvoir de Poutine, ce ne sont pas les sanctions, ni même cette guerre. C'est que le public russe n'a plus peur de lui. Et c'est quelque chose dont nous parlons depuis très longtemps. Eh bien, devinez quoi? Ça commence à arriver. Les Russes critiquent maintenant publiquement Poutine directement. Tout ce temps, ils critiquaient les politiciens, ils critiquaient peut-être l'armée, mais ils ne nommaient pas Poutine lui-même. Mais maintenant, ils dénoncent sa corruption, critiquent ses décisions politiques, et ils s'en prennent aussi à sa vie privée. Ils remettent en question ses maîtresses et ses filles. Regardez, voici l'extrait. Vladimir Vladimirovitch, bonsoir. Bonsoir Vladimir Vladimirovitch. Vous savez, Vladimir Vladimirovitch, laissez-moi vous révéler un petit secret. Une station-service du coin a vraiment de l'essence. Incroyable, non? Le problème, c'est la file d'attente. Tu dois attendre quelques heures. Je pourrais t'envoyer l'emplacement, mais garde le secret. Sinon, la file d'attente s'allongera de plusieurs kilomètres. Dis-moi, Vladimir Vladimirovitch, comment se fait-il que des missiles et des drones puissent traverser librement le territoire russe et détruire des raffineries de pétrole et des dépôts de carburant? qui détruisent les raffineries de pétrole et les dépôts de carburant. Que s'est-il passé? Après 25 ans, personne n'a pris la peine de construire une vraie défense aérienne? Où sont tous ces S-300, S-400 et S-500? Tu les as vendus à la Turquie et aux autres, non? C'est ça. Vous aviez des choses plus importantes sur lesquelles dépenser de l'argent. Vos cellules, vos palais, vos yachts. Sinon, comment Volodya était-il censé s'offrir encore un yacht neuf? Il m'en faut un aussi. Où est passé tout l'argent, Vova? Tu as tout volé, mais tu as oublié de protéger le pays. Ils n'ont même pas assuré leurs arrières. Comment est-ce possible? On fait quoi maintenant? Attendre la nuit dans les stations-service et travailler le jour. Possible de travailler de jour? Au fait, où est allé Kabayeva, Vova? Parti sur ton yacht? Escorté par 2 navires de guerre? Ce sont des navires de guerre. On est en temps de guerre. Et on est censé être en temps de guerre. Tu as complètement perdu la tête? La Russie est censée être défendue. C'est censé être ton travail, mais tu t'en fiches complètement. Eh bien, apparemment, tu t'en fous. Ou peut-être que tu ne peux tout simplement pas. Est-ce que Kabayeva s'en va? Ou est-elle juste partie chercher un autre sac à main? Vova. Ah. Vova, eh bien, tu connais la suite. Eh bien, tu as compris. Maintenant, la femme nommée dans cette vidéo est Alina Khabibova, qui était autrefois la meilleure gymnaste de Russie, mais qui est maintenant largement présentée comme la maîtresse de Poutine, peut-être même sa seconde épouse. Les Russes se moquent discrètement de cette relation en privé depuis des années, mais maintenant ils le font publiquement. D'un côté, Poutine vit dans le luxe, avec une ancienne athlète bien plus jeune, tandis que les Russes ordinaires font maintenant la queue pour de l'essence, dans un pays qui est censé fonctionner grâce à l'essence. On appelait autrefois la Russie, la station-service du monde. Eh bien, aujourd'hui, le manque d'essence change vraiment la façon dont le public perçoit Poutine. Au fait, ce n'est pas qu'une seule personne qui critique Poutine. Cela se passe partout. Il y a tout un écosystème de voix publiques qui se joignent également à ces critiques. Tout récemment, une femme avec des millions d'abonnés
dont le public faisait probablement partie d'un groupe auquel Poutine ne prêtait pas beaucoup d'attention parce qu'elle était auparavant blogueuse mode, influenceuse, appelez-la comme vous voulez. Elle a publiquement déclaré ne pas craindre Poutine en raison de sa gestion du pays. Elle ne veut pas vivre dans un pays où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas d'essence, où on n'a pas accès à des services de messagerie comme Telegram. Avant de montrer cet extrait, je veux évoquer l'écosystème, car j'ai l'impression qu'on n'en parle pas vraiment entre nous, les gars. Même ici aux États-Unis, il y a une grande sphère en ligne composée uniquement d'influenceuses. Je savais qu'elles étaient reconnues, ou je savais qu'elles étaient importantes, mais je ne savais pas à quel point elles l'étaient vraiment. Et devinez quoi? Je suppose que Poutine était probablement dans la même situation, où il ne savait pas vraiment à quel point cette partie de la sphère en ligne est importante. Et quand cet extrait est sorti, il a obtenu 30 millions de vues. La conversation est devenue tellement importante que le Kremlin a dû réagir. C'est pour ça qu'on en parle. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est aussi la façon dont les gens ont réagi après la sortie de cette vidéo. Et cela nous en dit long sur le niveau de mécontentement qui existe réellement partout en Russie. Écoutez bien. Où allons-nous exactement? Dans quelle sauvagerie sont-ils en train de nous entraîner? Ils ont fermé Instagram, Telegram, YouTube. Ils ont tout pris. Internet a été complètement coupé partout. D'accord. Maintenant, prenons encore un peu de bétail. Coupons simplement l'eau et l'électricité et restons là, à mourir. Je ne sais pas où tout cela va mener. Je comprends cela. Bien sûr, certaines mesures de sécurité doivent effectivement être prises. Mais ici, c'est déjà quelque chose. Il me semble que c'est une sorte d'excès, voire d'exagération. Nous devons nous relever. Nous devons nous lever en tant que société entière et parler de cela. Qu'est-ce que c'est? C'est inacceptable. C'est quoi cette putain de connerie? Ça ne ressemble à rien. Nous ne resterons pas silencieuses. Nous ne resterons pas silencieux. Elle s'appelle Victoria Bonia, ancienne présentatrice TV russe et influenceuse mode internationale. Elle ne vit pas en Russie, mais je crois qu'elle y allait souvent avant. Elle vit à Monaco, mais tous ses abonnés sont russes. Sa page est entièrement en russe. On peut donc supposer que la majorité de ses abonnés sont russes. Maintenant, cette vidéo qu'elle a publiée dure en fait 18 minutes et a obtenu 30 millions de vues. Et elle parle de nombreux problèmes qu'elle a avec Poutine. Mais je veux lire cette phrase, qui est probablement la plus marquante. C'est la phrase dont tout le monde parle en Russie. Elle dit, et je cite, « Les gens ont peur de vous, Poutine. Les blogueurs ont peur. Les artistes ont peur. Les gouverneurs ont peur. Les gens ne devraient pas craindre leur président. » Je n'ai pas peur. Maintenant, sa vidéo est un appel à la révolution. Mais la réaction à celle-ci en dit plus que le contenu. D'abord, nous avons eu le chef du Parti communiste en Russie qui a dit que si Poutine ne prenait pas cette vidéo au sérieux, il pourrait y avoir une révolution russe version 2.0, une autre révolution bolchevique. Je suppose qu'on peut comprendre pourquoi un dirigeant communiste dit cela, mais malgré tout, le fait qu'il réponde à une influenceuse de mode sur Instagram nous en dit long. Et il n'y avait pas que le gars communiste qui répondait. Nous avons même eu le porte-parole du Kremlin, Peskov, qui a dit que ses préoccupations étaient légitimes et qu'il allait examiner la question. Ensuite, nous avons eu le propagandiste préféré du Kremlin, Solvoy, qui l'a traité d'épuisé. Vous pouvez lire ce que c'est. Ensuite, un autre présentateur a averti le Kremlin d'une révolte de femmes, dont les entreprises ferment, qui n'arrivent plus à faire face à la hausse des taux hypothécaires, et voient leurs enfants privés d'accès à l'enseignement supérieur. Ce sera le plus grand divorce avec les autorités que la Russie ait jamais connu. La plupart des Russes sont apolitiques et se méfient du gouvernement. Ils ont déclaré leur soutien à la guerre, simplement pour éviter des conséquences personnelles. Mais maintenant, les sondages montrent que la plupart veulent que cette guerre se termine le plus vite possible. Avant, le Kremlin utilisait le silence des Russes comme preuve, mais désormais il s'oppose publiquement à la guerre. Le Kremlin ne peut donc plus affirmer que personne ne se plaint et que tous soutiennent la guerre. En 2022 et 2023, il faisait cela. Désormais, il faut aussi noter les chiffres des sondages venant de Russie. On ne peut pas vraiment faire confiance aux sondages, ils sont toujours truqués. Au début de la guerre, durant les 2 premières années, les sondages montraient un soutien très élevé à la guerre et à Poutine. En géopolitique, une seule décision peut provoquer une onde de choc sur les marchés à des milliers de kilomètres de là. Si vous cherchez à comprendre ce qui fait bouger le monde, je vais vous montrer comment les investisseurs expérimentés l'interprètent. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actif, où vous pouvez suivre les meilleurs investisseurs, consulter leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participer à des discussions en direct sur les marchés, partager idées, tendances et questions à mesure que les événements se déroulent. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions,
des crypto-monnaies, des ETF, et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir, pas besoin d'être un expert de la bourse. Ne ratez pas cette opportunité. Maintenant, retour à la vidéo. Mais au cours des derniers mois de 2026, ces chiffres dans les sondages, même s'ils sont truqués, sont en baisse. Donc, même si on ne peut pas faire confiance aux chiffres précis, je pense que la tendance, le fait que les sondages, même truqués, baissent, cela nous dit quelque chose sur ce que ressentent vraiment les Russes, et sur la façon dont le Kremlin réagit à tout cela. Je suis certain que le Kremlin contrôle, d'une façon ou d'une autre, les chiffres des sondages. Donc si le Kremlin lui-même publie des chiffres qui montrent que le soutien a diminué, cela signifie que Poutine sait que le soutien a baissé. Maintenant, une autre chose à évoquer ici, c'est la raison pour laquelle tout le monde se plaint. Et je suppose que c'est tout simplement la nature humaine. Ce n'est pas spécifiquement russe que les gens se soucient peu de ce qui se passe loin d'eux, si cela ne les concerne pas. Comme les Russes, qui se plaignent en ce moment, comme dans les 2 vidéos que nous avons regardées dans cette vidéo, et tous les autres extraits que nous avons vus jusqu'à présent. Les gens se plaignent sans cesse des pénuries de carburant, des coupures d'internet, ou du dysfonctionnement de Telegram et Instagram. Ils se plaignent de petites choses, tout en ignorant les millions de Russes qui souffrent ou meurent sur les lignes de front. Les Russes ne s'en soucient pas, mais craignent les conséquences de la guerre lancée par Poutine. Je suppose que d'une certaine manière, c'est simplement la nature humaine. Les gens font passer leur intérêt personnel avant tout. Mais néanmoins, cela nous montre que la seule raison pour laquelle nous voyons des plaintes, c'est parce que la guerre est arrivée chez eux. Les pénuries de carburant en Russie sont causées par les frappes de drones sur les raffineries et dépôts de pétrole. La coupure d'internet est aussi liée, de façon indirecte, à ces attaques. Vous voyez ? Starlink ne fonctionne pas en Russie, c'est géorestreint. Donc même si les Ukrainiens ont ce terminal Starlink légal, ils peuvent l'utiliser. Le satellite ne se connecte pas au-dessus de la Russie, donc ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, la façon dont les Ukrainiens contournent ce problème, c'est en utilisant des drones autonomes, ou en utilisant des cartes SIM russes, ou, vous savez, des signaux de télécommunications russes. Et c'est pour ça que Poutine a coupé Internet. Et quand je dis que Poutine a coupé Internet, ce qu'il a vraiment coupé, c'est l'Internet mobile, où personne ne peut utiliser Internet s'il utilise sa carte SIM. Donc, l'espoir, c'est que les drones ne puissent pas non plus l'utiliser. C'est ce qu'on espère. Mais malheureusement, il ne semble pas que les frappes de drones ukrainiens diminuent. En fait, comme Zelensky vient de le promettre, il veut commencer à envoyer 1000 drones sur Moscou si Poutine n'accepte pas la paix. Nous allons parler de cette promesse dans un instant. Mais avant cela, nous devons parler de ce qui se passe dans le territoire le plus important que Poutine ait jamais revendiqué. En ce moment, les Russes aisés vident littéralement leur maison, font leurs valises et quittent la Crimée. Je ne plaisante même pas. Regardez ce reportage. Ce reportage suit un schéma précis entamé il y a 2 semaines. Les Russes aisés en Crimée demandent désormais ouvertement des services de relocalisation via des chaînes Telegram, de l'aide au déménagement et des transports de biens de valeur. Des annonces proposent des services de transport privés en hélicoptère ou bateau pour quitter la Crimée. Il est compréhensible que les Russes veuillent partir. Regardez ce que l'Ukraine fait depuis 5 ans. Nous avons réalisé plusieurs vidéos sur ce sujet, mais malgré tout, voici l'effet secondaire ou l'effet complet de ce que l'Ukraine a entrepris. Il n'y a plus de carburant en Crimée, plus d'électricité, les banques sont fermées, les rayons des magasins se vident. L'Ukraine impose un blocus terrestre et maritime et détruit les infrastructures énergétiques de la péninsule pour contraindre les occupants russes à partir volontairement. Pour moi, la partie la plus intéressante, c'est que cette opération, ce blocus logistique, comme l'appellent les Ukrainiens, a commencé il y a environ 3 ou 4 semaines, peut-être 5 semaines, n'est-ce pas? Si vous voulez être généreux, en 5 semaines, on a littéralement des Russes qui quittent l'île. Cela vous montre l'emprise que Poutine avait sur l'île même avant que tout cela ne commence. Cet exode est devenu si grave que les banques en Crimée bloquent les retraits, disant aux clients « Vous ne pouvez pas retirer d'argent pour l'instant, revenez plus tard ». Regardez cet extrait. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Aucun retrait n'est possible pour le moment. L'argent liquide n'a pas été livré aujourd'hui. Attendez, nous ne pouvons rien retirer. Oui, jusqu'à la livraison d'argent liquide. Les fourgons du continent ne sont pas arrivés. Ils ne peuvent toujours pas entrer en Crimée. Certains Russes vivant en Crimée se demandent désormais ouvertement « Pourquoi avons-nous besoin de la Crimée ? Ça crée trop de problèmes. Nous dépensons beaucoup pour la défendre sans succès. Alors pourquoi garder ce territoire ? Pourquoi ne pas se concentrer sur notre pays ? C'est ce que demandent les Russes. Regardez,
De quoi discutent les Russes en faisant la queue pour de l'essence? Toute protestation y est interdite, comme vous le savez. Même les manifestations individuelles sont interdites, mais la pénurie d'essence a provoqué un rassemblement spontané. Les gens sont tout simplement obligés de faire la queue et discutent naturellement de sujets intéressants. Tu sais ce qu'ils disent dans les files d'attente? Pourquoi avons-nous besoin de votre Crimée? Nous avons besoin de votre Crimée. Pourquoi avons-nous besoin de ces Ukrainiens qui nous posent tant de problèmes? Je les cite directement. Hier, après avoir publié au sujet des files d'attente en Crimée et de la crise énergétique, une trentaine de personnes m'ont envoyé un message en privé. Ils sont en colère contre les autorités, ces discussions se multiplient et ils écrivent. Ils sont en colère contre le pouvoir et ces sujets sont de plus en plus débattus, discutés. Voilà à quoi ressemble le début de la fin russe. La fin est proche, russe. Tout cela nous amène au meilleur extrait d'interview qui soit sorti de Russie cette année. L'extrait montre un député de la Douma d'État russe, c'est-à-dire un membre actuel du Parlement russe, et il se présente à sa réélection, donc il est en pleine campagne électorale. Il fait le tour pour faire campagne, comme le font les politiciens partout dans le monde. Cette interview s'inscrit dans la campagne, avec une séance de questions-réponses, où l'intervieweur relaie celle des citoyens. Les citoyens ont soumis ces questions, et l'intervieweur les lit devant le politicien. Puis il tombe sur une question à laquelle il ne s'attendait probablement pas. Pourquoi, si vous soutenez si ardemment cette guerre, n'êtes-vous pas en première ligne? Pourquoi êtes-vous assis ici à Moscou, dans ce qu'on peut supposer être un palais luxueux, ou une chambre d'hôtel, peu importe ce que vous imaginez? Pourquoi n'allez-vous pas en première ligne pour vous battre pour ce en quoi vous croyez? Ce n'est pas une question insensée ni déplacée, mais une question évidente à laquelle les politiciens en temps de guerre sont souvent confrontés. La réaction laisse penser que cet homme n'était pas prêt pour la question. Cette interview remplace aujourd'hui la rubrique des mèmes, car elle est tout simplement géniale. Donc, comme toujours, si ça vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous. Si vous êtes déjà abonné, assurez-vous simplement d'appuyer sur le bouton j'aime, mais voici l'extrait. À vrai dire, il ne dit pas pourquoi. Alors, pourquoi le député Jourovliov, qui appelle tout le monde à s'unir en disant que la vie n'est pas importante, est-il à Moscou aujourd'hui? Une promenade. C'est complètement insultant. Pourquoi? Parce que je suis à Moscou en ce moment. Uniquement parce que les élections commencent. C'est la seule raison pour laquelle je suis à Moscou. Mais en général, j'y suis depuis 2014. J'ai déjà dit au début que dans l'unité Piatnachka, est-ce que tu participes à la SMO? Non, je n'y participe pas. Comment peux-tu ne pas participer à la SMO? Tu as besoin d'un bout de papier? Tu as besoin d'une putain de carte d'identité? Ou tu as besoin d'une vraie participation? Va à Piatnachka et demande ce que je fais là-bas. Écoutez, tout le monde. Non, attends, je n'ai pas une seule récompense d'État, pas une seule. Va demander sur la ligne de front où est Jourovliov. Va demander, qu'est-ce que tu comprends? Tu as besoin d'une carte d'identité? Fous-toi cette putain de carte d'identité dans le cul, compris? Alors ne viens pas me faire chier avec des reproches comme quoi tu appelles à faire des choses mais que tu ne les fais pas toi-même. J'étais le tout premier là-bas en 2014 quand, putain, aucun d'entre vous n'était là. Aucun de vous. J'étais le seul à l'inauguration de Zakharchenko. Et toi, tu me dis, montre ton petit document. J'en ai rien à foutre de ce papier. Parce que tu n'as pas compris que tous les députés ont l'interdiction d'y participer, sauf avec une autorisation. Mais Malonov participe. Je te le répète encore une fois. Il y en a beaucoup là-bas, des héros. Je ne sais pas où il a participé, mais je sais où j'ai été. J'ai perdu des gars là-bas. Et si je suis vivant, ce n'est pas parce que je me cachais. Franchement, je m'en fiche. Alors tu t'adresses à la mauvaise personne en me disant où je devrais être ou pas. Assis à Moscou. J'ai pas besoin de toi ici pour enregistrer une interview avec toi. Va te faire foutre. Vas-y toi-même. Vas-y toi-même. Vas-y Vassia. J'y vais moi-même. Au fait, vous avez remarqué qu'il avait une de ses plaques derrière lui, alors que YouTube est techniquement interdit en Russie. Ce n'est pas officiellement interdit, mais si tu utilises, disons, un Wi-Fi russe, Internet russe ou un réseau mobile russe, je suppose, si tu y as accès tu ne peux pas vraiment accéder au site YouTube. C'est si long que personne ne l'utilise. Mais avec un VPN, on peut accéder à YouTube, donc des Russes regardent sûrement cette vidéo depuis la Russie. Mais officieusement. Le site est pratiquement interdit parce que toute personne qui n'a pas de VPN ou qui ne sait pas comment utiliser un VPN ne peut pas accéder au site. Pendant ce temps, il y a des gens en Russie qui exhibent la plaque YouTube. Pour revenir au sujet principal, il est logique que Poutine ne fasse plus d'interviews improvisées. Imaginez qu'un tel incident lui arrive, alors qu'il vieillit déjà. Et j'ai l'impression que tout ce qu'il lit ou dit en public est toujours préparé à l'avance. Même dans ses interviews, si vous faites attention, il ne regarde jamais vraiment l'intervieweur. Il regarde sur le côté. Encore une fois, on ignore ce qu'il y a là-bas. Mais si je devais parier, je dirais qu'il lit un texte préparé, ou ses réponses sur un prompteur. Donc quelqu'un lui donne littéralement les réponses, et il les lit. Et même ça, c'est très très rare. Il fait habituellement un discours en lisant un texte,
ce qui est logique. Beaucoup de politiques le font, mais Poutine a plutôt cessé de donner des interviews. Mais bref, revenons à Moscou parce que la peur dans la ville est la plus forte que j'ai jamais vue. Les flics répriment, même au moindre signe de mécontentement. Je ne peux pas minimiser l'importance de cette histoire. Vous vous souvenez, pendant le Covid, ou plutôt après les confinements, il y a eu des manifestations en Chine où les policiers chinois arrêtaient toute personne qui montrait simplement une feuille blanche. Ils disaient « On sait ce que tu veux dire, tu n'as pas le droit de dire ça en Chine ». Donc tu te faisais arrêter juste pour brandir une feuille blanche, sans rien d'écrit, juste une feuille vide. Je pense que Moscou a atteint ce niveau. Regardez le clip à l'écran, je vais expliquer ce qui se passe. Voici un extrait montrant un adolescent russe debout sur le trottoir, faisant signe à une camionnette de police passant. On suppose que c'est une camionnette de police à cause de ce qui va suivre. Pour moi, il n'a rien dit. Il fait juste un signe d'au revoir. Peut-être pour être gentil. Peut-être que ce n'était pas censé être négatif. Mais regardez ce qui se passe ensuite. Un policier en tenue complète arrive en courant, le plaque au sol, puis arrête ce gars. Tout ça juste pour avoir fait un signe de la main, pour avoir dit au revoir. Si ce n'est pas une réaction excessive, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est là qu'il est important de se rappeler que Moscou est la plus grande ville d'Europe, pas seulement de Russie. Elle compte environ 13 ou 16 millions d'habitants dans une seule ville, et c'est dans ce genre d'environnement qu'ils doivent vivre. Imaginez ce qui se passe quand un millier de drones envahissent la ville parce que Poutine refuse d'arrêter la guerre qu'il a lancée. C'est ce que Zelensky promet. Regardez cette déclaration. Zelensky a accordé une interview au Financial Times il y a 2 jours, et ce fut sans doute son commentaire le plus choquant. Quand nos frappes en profondeur ne touchaient pas Moscou et Saint-Pétersbourg, Poutine n'y pensait guère, comprenant que la guerre restait loin du Kremlin. Bien sûr, une fois qu'il ressentira ce qui se passe à Moscou, il commencera à comprendre ce qui se passe dans les régions de Koursk, Belgorod et Briansk. Il commencera à saisir la réalité de la situation. Quand 1000 drones, et non 100, atteindront Moscou, il le ressentira et verra. On lui conseillera d'aller au-delà de l'Oural, aller plus à l'est pour échapper aux drones ukrainiens. Ce sera le moment qui ouvrira un nouveau chapitre sur la voie de la fin de la guerre. Plus Poutine sera loin de Moscou, plus la fin de la guerre et la paix seront proches. Il craint pour sa vie. Et puis il y a les élites. Où vivent les élites russes? Moscou et Saint-Pétersbourg, les 2 grandes villes. Ces endroits seront atteints parce que c'est là qu'ils prennent les décisions de nous tuer. C'est pourquoi les frappes en profondeur ont eu et continuent d'avoir un impact majeur. Nous devons poursuivre ce travail constant, difficile et quotidien. Restons concentrés et motivés. Les héros sont en première ligne. Et nous tous, tout l'État, devons continuer à leur apporter des obus. Si nous le faisons, nous apporterons une paix juste et forte à l'Ukraine. C'est cela, la victoire pour nous. Maintenant, il n'y a pas que l'Ukraine qui dit que cette guerre a changé. Le Kremlin commence aussi à l'admettre. Souvenez-vous, quand Poutine a lancé cette guerre, il appelait cela une opération militaire spéciale. Il croyait vraiment qu'en 3 jours, il y aurait des soldats russes qui défileraient à Kiev, qui feraient la fête à Kiev. Eh bien, maintenant, je suppose qu'ils abandonnent ce terme. Ils ne vont plus l'appeler une opération militaire spéciale. Nous avons le porte-parole du Kremlin qui dit publiquement que c'est maintenant une guerre. Écoutez, voici Dmitri Peskov. Il y a une guerre en cours, c'est une vraie guerre. Voilà pourquoi c'est une guerre. Tout a commencé comme une opération militaire spéciale, mais cela continue comme une guerre, parce que Kiev est soutenu par Berlin, Paris, La Haye, Oslo et malheureusement, Washington. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Utiliser le mot « guerre » est en fait une infraction pénale en Russie en ce moment. Cela a conduit à l'arrestation de journalistes. Cela a aussi conduit à l'arrestation de civils. Mais maintenant, le Kremlin lui-même change le vocabulaire qu'il emploie. Cela ne signifie pas forcément que le Kremlin admet sa défaite. Ce qui inquiète, c'est que cela pourrait servir de base juridique à une grande escalade. Peut-être que Poutine veut, vous savez, lancer une nouvelle vague de mobilisation. Ou peut-être qu'il veut instaurer l'état d'urgence, ou il veut simplement supprimer les libertés fondamentales dont les Russes bénéficient actuellement. Par exemple, ils peuvent publier des vidéos critiquant Poutine sur Internet. Mais j'ai l'impression que cela commence à l'affecter, et que c'est peut-être sa façon de réprimer plus durement. En disant que c'est une guerre contre l'Occident, il veut en fait préparer les Russes à des restrictions encore plus sévères que ce qu'ils ont connu auparavant. Parce qu'en ce moment, même à Moscou, les gens parlent publiquement de la crise du carburant. C'est la capitale du pays, et la Russie n'arrive pas à fournir tout ce dont les citoyens ont besoin. Écoutez cette femme.
Discutons du fait qu'il n'y a plus d'essence à Moscou. En ce moment, c'est exactement ça. Parce que j'ai roulé sur le périphérique de Moscou, j'ai passé plus de 15 stations-service. Et vous savez quoi? C'est vrai, il n'y a pas d'essence dans aucune d'entre elles. Au moins, pas de 95. Je suis même prête à faire la queue pendant 1 heure et à payer 2 fois plus cher qu'avant. Je viens de payer 2700 pour 27 litres. Où est-ce qu'on voit ça? Je n'ai plus du tout d'essence. Après 1 heure de route, je n'ai trouvé aucune essence. Voici la question. Trouverais-je au moins une station-service près de chez moi pour faire le plein de votre cher 95 après 1 heure de queue ou plus? Merci. D'ailleurs, il est important de souligner que l'essence est maintenant plus chère à Moscou qu'ici aux États-Unis. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de vous rappeler la différence de PIB par habitant, ou de revenus par habitant entre un citoyen ici aux États-Unis et un citoyen en Russie. De plus, il est très difficile de trouver de l'essence en Russie. Les chaînes d'information russes, au lieu de couvrir les événements, disent surtout aux gens « Et, à notre époque, voilà ce que disent les présentateurs de la télévision russe. » Ils leur disent « À notre époque, on avait des rations alimentaires, pas assez à manger. Maintenant, vous n'avez que des pénuries d'essence. Il faut s'y habituer. » C'est diffusé sur une des plus grandes chaînes russes. Regardez. Pas d'essence? Eh bien, moi et ma génération, nous nous souvenons encore de l'époque où la nourriture était distribuée avec des tickets de rationnement. Tu ne t'en souviens pas? Ou quoi? Dans ma ville, à Krasnodar, en 1992, il y avait des coupons. On les découpait et on y allait. Et moi, personnellement, j'y allais avec des seaux à l'âge de 11 ou 12 ans. Et même encore plus jeune, pour aller chercher de l'eau. Pas pour du Coca-Cola ou autre chose, mais pour de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Un gros camion-citerne venait de plusieurs pâtés de maisons plus loin, et il fallait y aller avec des bidons et des seaux pour la récupérer. C'était en plein centre de Krasnodar, pas en portant l'eau au joug dans un village perdu. C'est vraiment arrivé. Nous nous souvenons de tout, sans rien inventer. Mais nous avons surmonté ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, et nous surmonterons ça aussi. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ils font tout ça pour que nous, comme en 1917, nous sortions, renversions le tsar-père, et que nous fassions un tel chaos que même eux, ces Anglais, seraient horrifiés par ce que nous aurions fait. Je ne crois pas que nous vivions une telle époque. Je vous demande donc à tous de rester calmes. Oui, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Au fait, c'est la même femme qui, au début de cette guerre, disait aux Ukrainiens de se préparer à accueillir les soldats russes lorsqu'ils défileraient devant leur maison. Et maintenant, elle dit aux Russes de se calmer, de simplement endurer la douleur. Voilà ce qui arrive. C'est une image parfaite de la façon dont la guerre se passe pour les Russes, comparée à leurs attentes et à la réalité. Cette semaine, le contenu réservé aux membres présente encore l'ancien Navy SEAL Chuck Farr analysant les lignes de front. Comme vous le savez, son analyse est exclusive aux membres Basics Insider. Pour accéder à l'analyse complète et à tout notre contenu réservé, devenez membre en cliquant sur « Rejoindre ci-dessous » ou en visitant basicsinsider.com. Votre soutien nous permet d'avancer et de poursuivre cette couverture indépendante. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Voici Battlefield Breakdown. Regardez. Enfin, je sais que vous en avez déjà parlé un peu, mais j'ai un extrait de CNN où il Démonte le missile nord-coréen. C'est terrible à regarder. Et selon les statistiques, 95% des munitions de frappe de précision russes visent des maisons exactement comme celle dans laquelle se trouvait ce petit garçon. Ils privilégient les cibles civiles. Et ce que nous voyons en ce moment, c'est une carte électronique fabriquée aux États-Unis qui fait partie d'un missile balistique à courte portée KN-23. Il y a des dizaines et des dizaines de composants occidentaux qui sont essentiels pour les armes russes, y compris l'Iskander. Je dirais que vous pouvez probablement être sûr que le missile balistique à portée intermédiaire Oreshnik possède probablement ces mêmes cartes électroniques. Vous savez, c'est un fait très gênant que les optiques de vision nocturne, thermique et de ciblage du char russe T-90 ont toutes été fabriquées en France. Donc ces composants occidentaux, les sanctions ont un effet, mais évidemment elles sont un peu poreuses. Mais la Russie, la Chine et la Corée du Nord dépendent totalement de la contrebande de ces cartes électroniques parce qu'ils ne peuvent pas les fabriquer eux-mêmes. Donc c'est vraiment difficile de regarder une séquence comme celle-là
Et je suis heureux de rappeler à nos auditeurs que cela se produit pratiquement tous les jours en Ukraine. Et ce ne sont pas des dommages collatéraux, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des cibles visées, n'est-ce pas? Vous vivez dans un immeuble à Kiev, vous êtes une cible. Vous avez un immeuble où ce petit garçon vivait, vous êtes une cible. Et c'est ce qu'il compte faire, semer la terreur. Et est-ce que les Russes pensent qu'il y a un avantage à utiliser leurs ressources pour cibler les infrastructures civiles plutôt que les infrastructures militaires? Par exemple, pensent-ils qu'ils ont un certain avantage? Est-ce que cela peut les aider à gagner la guerre plus rapidement en agissant ainsi? Pourquoi font-ils cela? Vous savez, c'est simplement de la brutalité. L'histoire nous a montré que cela ne fonctionne pas. Les Britanniques n'ont pas été forcés à se soumettre pendant le Blitz, n'est-ce pas? L'Amérique n'a pas forcé Hanoï à se soumettre par des bombardements. Aucune nation n'a jamais été forcée à se soumettre par des bombardements. Et en fait, les Alliés n'ont pas forcé l'Allemagne nazie à se soumettre par des bombardements. En 1945, les Allemands ont fabriqué plus d'avions qu'ils n'en avaient fabriqué pendant toute la durée précédente de la guerre. Donc c'est simplement cette brutalité russe. L'histoire nous montre qu'au lieu d'effrayer le peuple, cela le galvanise. Cela les soude, ce qui est un phénomène psychologique de base. Si vous mettez un groupe de personnes sous pression, inévitablement, ils se rassemblent. Mais c'est la Russie, en partie par frustration, et franchement, ils n'arrivent pas à trouver de cible militaire ukrainienne. Cette guerre nous a montré qu'en termes de signaux, de renseignements tactiques et même d'imagerie satellitaire, l'Ukraine est à des années-lumière devant la Russie. Parce qu'en plus de leur propre capacité organique, ils reçoivent chaque jour des images orbitales de première classe de l'OTAN. Des responsables ukrainiens ont déclaré à CNN que les attaques de missiles balistiques par la Russie augmentaient rapidement. 194 depuis le début de l'année, et environ un tiers d'entre eux, au moins 60, étaient menés avec des KN-23 nord-coréens. Mais ces missiles rudimentaires, inclus dans une aide croissante alors que des troupes nord-coréennes arrivent aussi en Russie, reposent sur une technologie avancée introduite clandestinement dans le royaume ermite. L'un d'eux est exposé par des enquêteurs ukrainiens dans cet entrepôt de Kiev rempli de fragments de missiles. C'est une maison de l'horreur. Des drones qui hantent le ciel nocturne, des roquettes qui détruisent des vies. Ils fouillent dans la poussière pour comprendre comment fonctionnent les machines à tuer. Ici, ils reconstruisent les circuits d'un drone iranien Shahed. Des pièces d'un missile Kinzhal, d'un drone iranien Shahed et d'un drone de reconnaissance russe Orlan, toutes des choses auxquelles l'Ukraine est soumise depuis de nombreux mois. Mais ce qui est essentiel, disent-ils, c'est que ces missiles nord-coréens KN-23 dépendent de composants provenant des États-Unis et des Pays-Bas. Donc, quand ils démontent quelque chose comme ça, l'objectif principal est-il simplement de découvrir ce qui échappe aux sanctions? Ou apprennent-ils aussi quelque chose d'un point de vue militaire qui pourrait leur donner un avantage? Oui, nous avons vu là qu'ils avaient complètement reconstruit les systèmes de navigation et de vol d'un drone Shahed. Vous faites cela pour pouvoir trouver des vulnérabilités dans le système. Par exemple, assembler tout cela, le rendre fonctionnel. Vous pouvez trouver des failles exploitables en guerre électronique ou des contre-mesures pour perturber sa navigation, pour perturber ses commandes de vol. Et un pourcentage croissant de Shahids abattus. Et en gros, 70% des Shahids sont abattus à chaque attaque. Parfois, c'est 100%, mais un nombre croissant de ces destructions sont également dues à la guerre électronique. Mais vous voulez toujours que cela se produise à chaque fois qu'il y a une frappe avec des armes de précision. Ils examineront chaque petit morceau possible dans le but de reconstituer complètement les systèmes de contrôle de vol. Encore une fois, vous voyez comment cela fonctionne et comment le neutraliser. Cette boîte contient des dizaines de petits composants électroniques de marques connues aux États-Unis ou en Europe, soumis à des sanctions dans le monde entier, mais souvent introduites clandestinement en Corée du Nord via la Chine. Que ressentez-vous en découvrant des composants américains en ouvrant tout cela? On a l'impression qu'il y a beaucoup de sanctions. Voici les restes du corps du missile. Toute l'électronique à l'intérieur est étrangère. Il n'y a rien de coréen là-dedans. Le seul élément coréen, c'est le métal, celui qui rouille. Le trajet que parcourent les puces et les circuits vers la Russie
peut passer par la Corée du Nord, voire la Chine comme intermédiaire, mais au final, ils sont de conception et de fabrication américaine. Nous comprenons que cela vient principalement des États-Unis, mais le pays peut être... Et cela peut être la Malaisie ou Taïwan. Mais c'est ici le siège. Nous avons une collaboration. Alors que le bilan de ces missiles augmente, les responsables ukrainiens affirment que les entreprises occidentales doivent être tenues responsables. Depuis le lancement jeudi par la Russie d'une nouvelle arme jusqu'à l'utilisation croissante de missiles nord-coréens volés, la portée mondiale de cette guerre ne cesse de s'étendre. Oui, vous savez, il y a une autre conséquence à cela. Si vous identifiez une entreprise dont les pièces se retrouvent en Corée du Nord, vous savez, il devrait y avoir un examen minutieux de cette entreprise, à qui ont-ils vendu, et vous savez, les Iraniens sont experts pour créer des sociétés écrans, etc., etc. Et franchement, il est difficile d'éradiquer la cupidité, n'est-ce pas? Les gens fabriquent ces choses, ils veulent les vendre, et peut-être qu'ils ne font pas aussi attention qu'ils le devraient à qui les obtient. Et certains de ces circuits peuvent sembler complètement inoffensifs. Certains d'entre eux, franchement, personne n'a la moindre idée qu'ils pouvaient avoir une utilité dans des armes de précision, surtout dans un missile balistique intercontinental. Mais encore une fois, vous savez, les sanctions sont poreuses, et nous ne faisons toujours pas tout ce que nous pouvons. Oui, et ce n'est même pas la faute de l'entreprise. Par exemple, j'ai lu un rapport du Financial Times, où les calculatrices expédiées, disons, au Kazakhstan ou dans des pays autour de la Russie, sont ensuite renvoyées en Russie, puis ils démontent les calculatrices pour en retirer les puces. Pour l'entreprise d'origine, ce serait difficile à empêcher. Oui, exactement. Et le Kazakhstan est un vecteur majeur pour tout, des automobiles aux caméras thermiques jusqu'à tout ce que vous voulez, toutes ces choses qui ont une utilité sur le champ de bataille. Donc, encore une fois, si vous vendez des choses au Kazakhstan, je pense que vous devriez savoir où elles vont finir. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est là que ça se complique. Je ne comprends pas comment les fonctionnaires font, car on ne peut pas vraiment empêcher les calculatrices d'aller au Kazakhstan, non? Ce serait exagéré. Exactement. Mais ça montre aussi la soif technologique que la Russie a. Si tu es prêt à, tu sais, mettre la main sur une calculatrice scientifique juste pour la démonter et en récupérer 2 ou 3 transistors, je veux dire, ça montre à quel point tout ça est improvisé, à quel point cette technologie est un peu faite sur le tas. Et encore une fois, tu sais, quand Poutine monte là-haut, bombe le torse et dit « j'ai une super arme », rappelons-nous qu'il y a, tu sais, des pièces de calculatrice dans une partie de tout ça. Donc, tu sais, est-ce que l'Ochronique m'impressionne? Non, pas du tout. Est-ce que l'imprudence du gouvernement russe à larguer, tu sais, des mi-RV sur une ville m'impressionne? Oui, j'en ai bien pris note.